Avec nous ce soir, nos invités pour parler de ce sublime Podane. Rosalie Varda-Demy, merci d'être avec nous. Vous êtes la fille d'Agnès Varda, vous portez aussi le nom de votre beau-père, Jacques Demy. Vous dirigez Ciné Tamari, société française de production, et vous avez été très longtemps une costumière de renom au cinéma et au théâtre. À vos côtés, Emmanuel Piras, ça fait plaisir de vous retrouver. Avocat, écrivain, conservateur du musée du Barreau et secrétaire général du musée Yves Saint-Laurent. Alors tous les deux, vous faites revivre Podane dans ce livre magnifique. Magnifique et très, très lourd, très costaud, mais vraiment, ça vaut le coup. Toutes les photos, toutes les archives, tous les documents sont des vraies pépites. C'est aux éditions de La Martinière. On va faire un petit tour de table. Votre passage préféré dans le film? Tous. Tous. Pas un préféré? Non. Alors, peut-être que cette séquence du carrosse dans la forêt, où la princesse s'endort dans ce lit de plumes et se réveille sur l'amas de branchage, me plaît beaucoup. Emmanuel? Au tout début, ou presque, les robes, évidemment, couleur de temps, couleur de lune, couleur du soleil, alors, voilà, Delphine pas, Seyrig. Vous allez les voir en long, en large et en travers, parce qu'on a plein d'images sublimes grâce à vous, et on va s'en régaler. David? Je crois que c'est la scène de la cabane et du gâteau que j'aime, moi. Ah, le gâteau, ça m'aurait étonné. Non, mais j'aime bien. Et surtout quand elle met son alliance ou son anneau, sa bague dans le gâteau. Le cake d'amour. Je m'imaginais, alors j'avais très peur de manger un jour un gâteau en m'étranglant avec un truc qu'il y a dedans. Et en même temps, j'étais fasciné. Je me disais peut-être qu'on va me ferrer comme ça. Émilie? Tous les passages où on voit Delphine Seyrig, qui est merveilleuse dans ce film. Alors, il y a la magie du conte, la magie du film. C'est un trésor inépuisable, finalement, Podane, grâce à ce conte qui n'est pas forcément évident. Comment est-ce que vous expliquez que la magie fonctionne encore aujourd'hui? Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un film comme celui qu'a fait Jacques Demy? Alors, moi, je vais faire une réponse côté artistique. Et puis, ce qui est bien, c'est que Emmanuel, qui est avocat, va pouvoir faire une réponse un peu plus argumentée sur le droit. Je ne suis même pas sûre qu'aujourd'hui, on puisse faire un film comme ça. C'est-à-dire que je pense que le conte reste le conte, la féerie restera toujours la féerie. Aujourd'hui, l'analyse qu'on peut en faire, peut-être que cette analyse aujourd'hui, elle serait différente. La liberté avec laquelle Jacques a mis en scène ce conte qui vient d'une tradition orale bien avant, et même Charles Perrault. Dans les différentes civilisations, il y a toujours eu, d'abord dans la tradition orale et ensuite écrite, des histoires où les souverains, les pères, les seigneurs de guerre avaient envie de se marier avec leurs filles. C'est la question de l'inceste. C'est la question de l'inceste. Mais le conte, c'est pas une histoire d'inceste. Le conte, c'est autre chose que l'inceste. Donc je pense que ça sera toujours féerique, mais en fait, la féerie, elle vient aussi de la mise en scène, de la musique, des décors, des acteurs, que c'est l'ensemble qui devient féerique. Maintenant, la réponse... Mais ce serait compliqué, peut-être... Emmanuel aura sûrement une réponse... Tout est plus compliqué. Les contes de fées sont transgressifs par nature. Voilà. Tous les contes de fées, par définition, transgressent. C'est à peu près ça. Les vrais contes de fées, ceux qui ont été repris par Charles Perrault, par les frères Grimm, ceux qui font partie du patrimoine commun qu'on a tous à peu près en mémoire, de façon soit livresque, soit cinématographique, jouent tous avec la règle et la transgression. Ce qui rend le film absolument inégalable et indépassable et d'après moi non refaisable, c'est le carré magique, effectivement, entre avoir Jean Marais, Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Micheline Prel, Jacques Perrin, à côté de ça, des décorateurs extraordinaires dont on a beaucoup parlé, on parle beaucoup dans le livre. Et des costumiers. Et les costumiers à la fin. Oui, et costumiers. Il y a Jim Léon, le décorateur, il y a Pachi, le costumier, des inspirations dans la peinture, des inspirations. Michel Legrand pour la musique, Jacques Demy, évidemment, pour le film dans son entier. Enfin voilà, c'est plus que... Oui, c'est la Dream Team. Je vais faire une proposition un peu iconoclaste. Mais il me semble que Game of Thrones remplit cette dimension féerique, la série, avec les moyens d'aujourd'hui, la débauche de moyens d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de tabous dans Game of Thrones, y compris des tabous incestueux. Et les règles sont claires. Enfin, je veux dire, dans Podane, il n'y avait pas d'ambiguïté. La marraine arrive pour empêcher le roi de faire une connerie et d'épouser sa fille. Et la morale est sauve à l'arrivée, mais on ne vous raconte pas la fin de l'histoire. Il n'y a pas que Podane. Si on prend le Petit Poucet, dans le Petit Poucet, il y a un infanticide. L'ogre tue ses filles, ce qu'elle ne méritait pas nécessairement. Donc, globalement, dans tous les contes de fées, il y a souvent des tabous à titre pédagogique. Regardons ensemble, si vous voulez bien, la fameuse scène où Jean Marais explique qu'il est amoureux de sa fille.
Je vous aime, ma fille, et je veux vous épouser. La poésie vous égare, mon père. Arrêtez, je vous en conjure. M'aimez-vous? Oui, mon père, je vous aime beaucoup. Beaucoup. Ce n'est pas assez. Permettez-moi de me retirer, mon père. Je me sens lasse tout à coup et, comment dire, bien mal pensante. Bien ou mal, j'ai décidé de vous épouser, ma fille. Et je vous épouserai. Ne me poussez pas à commettre un tel crime. Laissez-moi réfléchir. Je vous donne jusqu'à demain. Alors évidemment, il y a la beauté des acteurs, la beauté des costumes, mais c'est vraiment une double lecture. Vous voulez dire quelque chose, David? Ben oui, parce que là, on est sur un tabou, mais c'est quand même un film pour enfants. Et dans le décor, vous voyez une jeune femme bleue qui est torse-poil, avec les tétons. Aujourd'hui, c'est ça qui serait tabou. On ne verrait pas une fille à poil dans un film pour enfants. Mais quand on le montre aux enfants, la scène passe presque très naturellement. C'est pour les adultes que Parce que c'est un personnage féerique, on le voit bien, cette créature bleue qui rappelle le bleu d'Yves Klein, une schtroumpfette comme on voudra, chacun ses références. Mais effectivement, tout est irréel, jusqu'à, on va dire, l'hélicoptère final, sans spoiler la fin du film. Il y a des tas de choses, et puis il y a des références aux années 60, aux hippies, il y a une grande liberté de ton, une liberté de ton sur la forme, une liberté sur le fond aussi, évidemment. Alors je voudrais qu'on écoute maintenant, cette fois, Jacques Demy nous expliquer pourquoi Podane traverse aussi bien les époques. C'est-à-dire que c'est assez piégé, un conte de Perrault en 1970. Évidemment, ça posait certains problèmes, mais je crois à la permanence des contes, c'est-à-dire que les contes ont traversé 3 siècles, 4 siècles, même plus, puisqu'on sait que ce n'est pas Perrault qui les a écrits pour la première fois, mais c'était des contes oraux transmis de génération en génération. Et je suis persuadé que Podane traversera encore d'autres siècles et que ce n'est pas littérature morte. Voilà, et c'est ça, c'est le monde de l'enfance, c'est le monde qui correspond à Jacques Demy. Il n'en a pas fait beaucoup finalement, des films comme ça, enfin en tout cas c'est le plus grand, celui de Podane, l'interprétation. Oui, il a toujours aimé les contes, petit, quand il avait un petit théâtre de marionnettes, il fabriquait des marionnettes, il avait fait des adaptations de Perrault, il a toujours aimé les contes. Je crois qu'il a choisi Podane de mémoire de tout ce qu'on sait et dans les interviews, parce que justement il y avait une possible double lecture qui l'intéressait et que ça lui permettait aussi d'écrire des personnages qui n'étaient pas juste simples. Voilà, choisir Delphine Seyrig, une féministe engagée en 70 dans des mouvements pour la liberté de la femme, pour la contraception, pour libérer le droit à l'avortement pour les femmes, où elle militait avec ma mère, et lui faire jouer ce personnage éthéré, une espèce de mélange de Jean Harlow Elle est très américaine dans le film. Voilà, et une espèce de fantasme de toutes ces comédiennes américaines blondes des années 30 et des comédies musicales. Elle fume d'ailleurs. Elle a un fume-cigare, non? Non, elle n'a pas de fumée, elle a une espèce de baguette. Elle a un téléphone à un moment. Enfin, il y a des elle tient comme justement une star américaine. Elle peut être dans le présent, dans le passé, dans le futur. Une espèce de personnage. Et c'est amusant de se dire qu'il a pris une espèce d'actrice extrêmement engagée à l'époque, qui d'ailleurs a eu un petit peu de difficulté à rentrer dans ce personnage éthéré, féminine, coquine, qui en fait veut avoir une aventure avec le roi et manigance un peu, tout ça. C'est grâce à elle que la morale est sauvée aussi, parce que c'est elle qui intervient pour dire... On va voir la scène où elle intervient, Delphine Seyrig. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. David. Je trouve que c'est une scène incroyable d'ambiguïté, parce que tout le body language de la marraine dit on dit ça, on dit ça, on dit ça, et elle semble soupirer, et là, toute la dimension libertaire et traumatique aujourd'hui des années 70 est rampante. On voit bien les 68 arts prêts à tout, y compris à se tripoter avec les mômes, et donc à faire ce qu'on appelle le viol, et en même temps, elle rappelle la règle. Et donc, elle met le spectateur dans une position d'arbitre entre le bien
et le mal, et donc elle prend le spectateur pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un d'intelligent, avec un sens moral. Et un libre arbitre. Et un libre arbitre. Et donc c'est une scène prodigieuse, parce qu'elle est soit diabolique, soit elle est tout à fait intelligente. Et elle permet d'être expliquée aussi aux enfants. Oui, elle explique d'une façon très simple, mais très claire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, elle dit on ne marie pas ni avec son papa, ni avec sa maman. Or, en fait, excusez-moi de dire ça, mais c'est très moderne de dire ça. Il n'est pas en train d'évoquer simplement de se marier avec son papa. Il dit des relations incestueuses, que ce soit avec son père ou sa mère, ce n'est pas possible. Mais ça, personne ne l'a entendu jusqu'à présent, vraiment, dans les discours. Je trouve que c'est assez intéressant. Il y a quelque chose de féministe chez Jacques Demy aussi, moi, parce que les femmes ont toujours du pouvoir dans ces films. Moi, c'est ma théorie que Jacques Demy est un cinéaste féministe. C'est peut-être le cinéaste le plus avant-gardiste, avec en même temps beaucoup de rappels qu'on souligne dans ce livre aux sources d'Hollywood, à West Side Story, à Chantons sous la pluie, ça c'est pour la partie comédie musicale, au western, pour aller vers une espèce de dramaturgie un peu grand public. Jean Cocteau avec La Belle et la Bête, c'est un mélange de choses très, 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 on va dire, référencées et d'une immense liberté. Encore une fois, j'évoquais tout à l'heure l'hélicoptère, il y a des allusions à la drogue, on voit un univers quand même... Oui, il y a des substances illicites, interdites, dites. Et on a mis dans le livre, par exemple, dans les références iconographiques ou picturales, on voit les coiffures de Catherine Deneuve. C'est aussi bien un tableau de Léonard de Vinci, la Belle Princesse, qu'une hippie en Californie avec les cheveux, avec son serre-tête. Et donc c'est très 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 étrange que ça mélange beaucoup de choses. Effectivement, il revenait des États-Unis, Agnès Varda et Jacques Demy, quand le film a été réalisé. Voilà, absolument. En plus, vous disiez féministe, mais toute l'action est menée par les femmes dans cette histoire-là. Parce que le Jean Marais est un peu largué, c'est un roi un peu à la ramasse. Le prince, il est cucul à praline comme pas deux. Et en fait, c'est les nanas qui manipulent tous ces bons hommes. Et c'est elles qui font l'action. En fait, il pourrait y avoir une analyse de Podane qui me plaît bien, qui pourrait être aussi, c'est une jeune femme qui s'émancipe de sa famille et de son père. Et c'est un jeune homme qui ne veut pas rentrer dans les codes du royaume rouge de ses parents, qui les balles, et tout ça, ça le gonfle. Et en fait, lui, il veut s'émanciper de ça, il veut être avec ses amis et rencontrer le grand amour. C'est en fait deux jeunes personnes qui veulent s'émanciper de Harry et Meghan. Harry et Meghan. de leur famille. Il y a un chapitre qui est très bien fait sur les couleurs, parce que les couleurs sont flamboyantes. On va voir tout à l'heure les robes, mais effectivement, on passe du royaume bleu, celui du père de Catherine Deneuve, de Jean Marais. Donc c'est associé à l'enfance, ce monde bleu de l'enfance, au royaume rouge de la transgression, de l'émancipation, de la révolution. En fait, c'est un prince qui est en désaccord avec ses parents. Alors, on va quand même évoquer un petit peu Jean Marais qui disait à propos du film, parce que le tournage avait l'air fabuleux, vous étiez sur le tournage, il y a plein de photos de vous d'ailleurs dedans, on va en parler. Si j'étais milliardaire, je m'arrêtais de travailler, mais si j'étais milliardaire, je ferais quand même ce film, disait Jean Marais à l'époque. En parlant de Jacques Demy, c'était un être très humain, à la fois sérieux, enfantin. Dans son regard, il y a une grande pureté et forcément dans son cœur, et ça se ressent dans la façon dont il travaille. Et j'ai l'impression que le tournage était quelque chose d'assez magique. Vous aviez quoi, 12 ans ? Alors non, oui, j'avais 12 ans sur le tournage. Évidemment, vous avez un tournage. Déjà quand il y a de la musique, des chansons en playback, des costumes d'époque, être dans un château. Enfin, vous mettez quand même beaucoup d'éléments pour que le tournage soit, j'allais dire, assez merveilleux. C'est quand même une période où Catherine est absolument la seule princesse possible pour ce film. Je veux dire, en fait, ils étaient tous, à un moment de leur vie, pour moi, c'est presque la mélodie du bonheur. C'est-à-dire qu'ils sont tous beaux, talentueux, connus, tout leur réussi. Je veux dire, c'est presque trop, quoi. Ceci dit, ça ne veut pas dire que le tournage est facile quand on a justement autant de talents réunis. Je suis d'accord avec vous, pour avoir été costumière, c'est jamais facile, les costumes d'époque et les films d'époque, mais ça vous porte quand même. Que même si les robes de Catherine étaient extrêmement lourdes... Alors on va les voir, on va les voir défiler, la robe couleur du temps. Vous êtes porté par la beauté de ce que vous portez. Et vous, ça vous a clairement donné envie de travailler dans l'univers des costumes. Il faut dire que là, pour commencer une carrière, il n'y a rien de tel. Cette robe couleur du temps, alors en plus, elle a une histoire incroyable avec des impressions de nuages dessus. Non, c'est un projecteur. C'est un projecteur, c'est ça. C'est 16 mm qui projette en direct sur la robe qui est faite dans une matière qui est pratiquement des toiles d'écran de cinéma, en accéléré, une projection de nuages que Jacques avait filmé
en accéléré. Et c'est pour ça que ça bave un tout petit peu de chaque côté. Et même sur la robe couleur du temps, ce qui scintille énormément, c'est en fait de la matière d'écran de cinéma. Alors, c'est vraiment... C'est ça qui est féerique, c'est qu'il a voulu garder aussi ce côté un peu à la Méliès, c'est-à-dire de faire des effets spéciaux. La magie du cinéma d'autrefois. Sur le plateau. Ouais. Alors, on a vu l'énorme trône chat dont vous avez hérité, je crois. Oui, je l'ai eu beaucoup. Je l'ai eu longtemps dans ma chambre. Et très puis, pratique. C'était très pratique et ça a impressionné surtout les personnes qui viennent dans ma chambre. Ouais. Et puis après, il a fini au cimetière des trônes de chat. Des trônes de chat, il doit y en avoir beaucoup. Il était le seul. Emmanuel, vous qui êtes un collectionneur invétéré, j'imagine que vous avez dû découvrir des pépites en travaillant avec Rosalie dans ce... Il y a des pépites d'abord parce que Rosalie a déniché des archives extraordinaires, des photos qu'on n'avait jamais vues, des dessins, des projets. On a reproduit aussi toutes les partitions des chansons de Michel Legrand. On n'a pas besoin d'être un grand musicien ou un grand mélomane ou un grand chanteur, en l'occurrence pour moi, pour avoir envie de les chantonner tout de suite. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs pendant que vous passiez des extraits. Et puis il y a toutes ces références, encore une fois, artistiques dans les arts plastiques. Il y a ces références livresques. Il y a une tonne de choses. Il y a des images d'Épinal, aussi bien que des tableaux de Léonore Fini, des Kid Safal. Voilà. Et on voit très bien tous ces codes et tout ce qui rentre dans ce film, en apparence pour enfants, mais qui est un film absolument exceptionnel et incroyable par sa richesse. Il est culte au même titre que certains Walt Disney. Vous savez que dans la tradition familiale, les jeunes parents, quand les enfants arrivent vers 3-4 ans, transmettent du Walt Disney à leurs enfants, indépendamment des tabous, des avertissements en début de film, etc. Et on transmet Peau d'âne. C'est un acte éducatif et culturel assez important dans la vie de certaines familles, pas toutes. Et la deuxième chose, c'est que le film est tellement culte, c'est que sur les lieux des tournages, il y a eu des fouilles archéologiques. Alors, justement, racontez-nous, puisque pas très loin de chez vous, vers Gambais. J'ai eu une maison que je louais, et sur le territoire de cette maison, il y avait une forêt, et dans cette forêt a été tourner une partie de Peau d'âne. Et donc j'ai eu la chance d'assister aux fouilles menées par une équipe d'archéologues qui était liée à la propriété en question. Et j'ai vu comme une scène... À cet endroit précis qu'on voit en ce moment à l'image. Aujourd'hui, tout ça est plat et on voit plus rien. Et d'ailleurs, la forêt a été rasée. Mais à l'époque où j'ai regardé ces fouilles, c'était fait comme une scène de crime. Vous voyez, il y avait des trucs plastiques qui étaient tendus, qui délimitaient l'endroit où la cabane avait été dressée, où elle avait été abattue parce qu'elle devenait dangereuse pour les enfants de la propriété qui allaient y jouer. Et elle a été retrouvée comment ? Elle a été retrouvée grâce à un arbre dans lequel avait été planté un clou et une plateforme qui permettait à Jacques Perrin, qui est certes mince et agile dans le film, de monter pour aller espionner Peau d'âne à travers Peau d'âne la qui lucarne. le découvre à travers un miroir et qui est sublime dans sa robe couleur du Sur cette scène, on trouve par terre, et on retrouvait par terre des allumes-cigares des techniciens qui fumaient, des petits bouts de verre, des petits bouts d'ampoule. On trouve des éclats de miroir parce que la scène au moment où le miroir se brise parce qu'elle le fait tomber, je crois, a été tournée plusieurs fois. Enfin bon, voilà, on trouve des éclats de miroir. Et qu'est-ce qu'on trouve encore ? Sans doute quelques paillettes et des morceaux de polystyrène qui appartiennent au siège de la marraine, qui était représenté par des chats bleus. Mais le tournage a eu lieu ailleurs, mais il y avait des morceaux de chats bleus. Oui. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup amusé dans cette histoire, c'est qu'un jour au bureau, on reçoit un coup de téléphone et Olivier Heller m'appelle. Il dit voilà, je suis archéologue au CNRS et nous envisageons de faire une fouille dans la forêt de Gambais, là où a été tournée Peau d'âne, notamment dans le périmètre où il y a eu la cabane de Peau d'âne. Et voilà, nous aimerions énormément vous inviter à venir sur place. Bon, il m'explique tout ça et je le laisse parler. Et je me suis dit, le mec, il a fumé la moquette, quoi. De quoi il me parle, là, des fouilles. Voilà. Et on commence à échanger et il m'explique, et là, je trouve que c'est passionnant, qu'il est sur un grand travail sur l'archéologie contemporaine et que, en fait, l'image qu'on a de l'archéologie, c'est toujours lié aux pyramides, etc. Aux vestiges des millénaires. Et que, en fait, il y a tout un courant qui est très important sur une archéologie qui est d'il y a 50 ans, 60 ans, et notamment d'apprendre et de transmettre, justement, comment on peut retrouver des éléments qui sont finalement pas si loin de nous, mais qui ont disparu. Et donc là, on se rend compte, et je trouve leur projet assez insensé, parce qu'il est aussi pédagogique, il est aussi de montrer qu'est-ce que c'est l'archéologie, et surtout, ils ont fait travailler des stagiaires archéologues qui ont fait cette fouille comme une fouille
absolument rigoureux, c'est-à-dire on met des plots, on fouille la terre, on découvre un boulon, une paillette, un machin, on met dans des sachets, on analyse au microscope qu'est-ce que c'est, quelle matière, et on peut dire quelles sont les matières utilisées, les cigarettes fumées, les bouts de tissu, des petits bouts, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça quand même extrêmement intéressant. Alors, ça nous fait sourire, mais je me suis dit, en fait, c'est intéressant comme démarche parce que ce film a beaucoup été projeté dans les écoles, dans le système éducatif, et je pense qu'effectivement, ça nous donne une vision de l'archéologie très moderne. Mais c'est un peu votre travail, finalement, aussi, dans le livre. Il y a un travail d'archéologie, au sens, en tout cas, d'historien. C'est comme ça que vous l'avez mené, parce qu'il fallait quand même rassembler toutes Il y avait, dans ce livre magnifique, je vous remercie de l'avoir dit tout à l'heure, Isabelle, parce qu'il est vraiment magnifique. Non, c'est vrai, je l'ai encore regardé ce matin, vous me pardonnerez, vraiment par envie, alors que je le connais par cœur, qu'on l'a coécrit. Et il y a quand même, dans ce livre, à la fois, c'est un livre de souvenirs, je pense, de Rosalie, sur Jacques Demy, sur Agnès Varda, sur sa mère, sur le tournage auquel elle a participé. Et c'est un livre, effectivement, d'histoire de l'art, d'archéologie. Et c'est un livre aussi qu'on peut lire de façon non savante. Juste parce qu'on aime le film et qu'on aime ses chansons et la beauté de ses décors et de ses costumes. On peut le lire en piochant. Voilà, on peut piocher dedans. Les pages au fur et à mesure, oui. Donc ça peut être un livre, effectivement, sur les symboles, sur l'opposition, les couleurs, le rouge, le bleu, les châteaux, le Plessis-Bourré, Chambord d'un côté et la forêt en opposition, etc. Et ça peut être un livre complètement ludique. Alors les dans châteaux, lequel on se justement, promène. il y a une petite pépite aussi. Il y a votre dessin. un dessin d'enfant. Vous étiez toute petite, c'était bien avant la réalisation du film. Oui, il y avait un côté prémonitoire. Oui, dans mais il ne votre faudrait dessin. pas le donner à analyser à un psychanalyste. J'ai extrêmement peur de ce qui va sortir de ce dessin. Alors là, vous aviez quel âge quand vous avez fait ce dessin? Vous êtes en train de voler. Il est super. J'ai 7 ans. 65, il est daté. 7 ans. Ouais. J'ai 7 ans, donc voilà, je ne veux pas savoir l'analyse de ce que tout ça. Mais... Et vous parliez en verlan déjà, puisque vous disiez le tocha plutôt que le château. Ah oui, là, le tocha, vas-y. Alors, un des moments clés du film, on l'a évoqué tout à l'heure, ça fait partie des moments magiques pour David, mais c'est pas le seul, c'est évidemment la recette du cake d'amour. C'est cadeau. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien posées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Et oui, nous, on focalise sur la princesse, mais c'est un dialogue. C'est ça? Mais c'est ça qui est intéressant dans la mise en scène, c'est que justement, on oublie que la Souillon est là en train de donner la recette. Ouais. On n'a que le souvenir de la princesse avec ses engageantes en lamé 1970 qui trempe allègrement dans la farine et Mais qui c'est glisse. l'inversion d'ailleurs, parce que la Souillon est assise et donne les instructions de la recette. Et Mais la c'est pour princesse ça que c'est travaille. intéressant. C'est pour ça que la mise en scène de Jacques, quand même, est très intéressante, justement, si on gratte un petit peu et qu'on regarde les choses. C'est qu'en fait, la princesse exécute la recette donnée par la Souillon. Donc, c'est un petit peu... Voilà, justement, encore une inversion des rôles. On twiste toujours la petite chose. Alors, il y a la recette du cake d'amour dans votre livre. Apparemment, beaucoup s'y sont essayés. Elle est C'est très assez mauvaise. décevant, c'est très mauvais pour la réalité. Bah oui. C'est beaucoup plus joli à regarder Et puis en qu'à plus, il n'y a manger. pas, il y a Oui, pas de faire. bel anneau. Donc, en revanche, ce qu'on a vu dans la scène aussi, c'est cette fameuse peau d'âne. Ah oui. Alors ça aussi, c'était quelque chose. En fait, oui, c'est une vraie peau d'âne et Jacques est allé la choisir à l'abattoir des ânes. Parce qu'il voulait aussi beaucoup de réalisme dans ce film. Mais parce que elle est réaliste, parce que c'est ça aussi le conte, c'est cette réalité, cette violence. Les contes, c'est violent. Alors après, on est au cinéma, elle a été doublée, etc. Elle était lourde, elle était voilà. Et elle existe toujours. Chez Walt Disney, aujourd'hui, il y a un bandeau. Alors, Aucun animal n'a été maltraité. Oui, pour, elle existe, elle est déposée dans les archives de la Cinémathèque française à Paris et elle est régulièrement ressortie pour être restaurée et gardée comme une pièce de musée.
Oui. Elle a été montrée, elle est très impressionnante, Oui. mais en même temps, elle est très réaliste, puisque donc elle est vraie et elle rappelle l'animalité, Bien sûr. la sauvagerie, le monde sauvage, la forêt, fourrure. le côté bestial, la fourrure. Le poil, la donc, fourrure, la matière. C'est un film qui est fait animale. à la fois d'effets spéciaux sur le tournage et puis en même temps de choses très réelles, enfin très concrètes. Et alors, La peau d'âne est une l'arrivée peau de d'âne. cette peau d'âne au moment du tournage, vous vous en souvenez? Non, Parce que c'est j'étais quand même pas, non, c'était un j'étais pas élément là. Ce marquant. que je sais, c'est que c'était lourd, ça je sais, parce que Catherine en a parlé souvent, et qu'il y avait une structure qui lui permettait que la peau tienne sur ses épaules et sur sa tête, et qu'elle avait été doublée dans une espèce de matière un petit peu, pas plastique, mais un petit peu brillante, mais qui n'était pas du tout sanguinolente. Je sens que Émilie... Ça serait plus possible aujourd'hui. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en ouverture de cette émission. C'est vrai que c'est un... Mais vous voyez, ce qui nous a intéressé aussi, c'est de faire appel à des amis artistes pour cette réédition. Et Adel Abdessemed a fait un dessin sur la peau de l'âne dans cette nouvelle édition, parce que lui, ça l'a intéressé justement, ce côté animal, poil et animal. Et c'est l'irruption du moche et du laid dans quelque chose de sublime. Regardez Est-ce que là, c'est moche les et laid? cheveux Non, et c'est la pas blondeur moche. de C'est pas, Catherine est-ce Deneuve. que c'est pas moche et Non, laid? mais c'est brut. un contraste qui fait oui. exploser la beauté de Catherine C'est Deneuve. brut, dit c'est Émilie. brut. Oui. C'est Plus brut, que oui. moche, Enfin, c'est pas quand même, moche, c'est quand c'est même l'irruption c'est une d'un- pelure, quoi. Enfin, d'un c'est une peau réalisme d'âne, cru. quoi. Oui, c'est ça. Ouais, enfin, on aurait pu mettre n'importe quoi sur la tête de Catherine Deneuve, elle est magnifique. Donc voilà, c'est ce qu'il faut bien dire. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a le final. Alors, même si on ne vous dévoile pas... Enfin, bon... Si, Allez, dévoilons. On a le droit de raconter c'est la pas fin, hein. l'intrigue. Oui, on va Quand raconter même. la fin quand même. On ne sait jamais s'il y en a qui découvrent ce soir, sait-on jamais. C'est le final délirant avec l'hélicoptère. C'est la white party, en fait. Parce que là, on est passé du bleu au rouge. On n'est pourtant pas chez Eddie Barclay, mais presque. Non, mais on est dans cet univers complètement délirant. Alors là, Émilie, régalez-vous. Non, mais attendez, elle est sublime. Hein. Non, mais bon, voilà, c'est tout. Je me souvenais pas qu'il y avait le chat sur l'hélicoptère. Ah bah quand même, tant qu'à faire. Ça, c'est vraiment une scène absolument fabuleuse. Ça vous a définitivement marqué, ce film, Oui. Rosalie? Inconsciemment, ça m'a définitivement marqué. Je ne l'ai pas su tout de suite, mais je pense que quand je suis devenue costumière, en fait, les choses étaient un peu venues de ma passion. D'abord d'être sur le tournage, de la costumière avec qui j'avais noué une très, très grande amitié qui a duré très longtemps. Oui, ça fait rêver. J'étais une petite fille assez timide, en fait. Je voulais pas du tout être actrice, contrairement à ce qu'on peut penser. Jacques voulait que je sois dans les jeunes filles On qui vous viennent... voit apparaître, hein. Oui, mais vraiment cachée. Oui. Il voulait que j'essaye Oui. la bague, je voulais pas. J'étais très timide, en fait. Merci en tout cas d'être Merci. venu nous faire partager ce livre qui est vraiment une merveille. C'est somptueux.